Regardez cette route en bas. Là. Donc dans cet extrait, où nous sommes très exactement au milieu du film, d'un film où il est question d'une femme française, d'une femme qui se refuse en réalité à épouser un Allemand qui est pourtant juste, qui est aussi bienveillant, et peut-être même qu'elle l'apprécie. Elle se refuse à l'épouser après l'élection de la Lorraine. Eh bien, cette femme nous dira simplement à la fin du film qu'elle ne peut pas devenir allemande à cause de ça. Elle ne sait que cela, elle ne peut pas devenir allemande. Je disais donc que dans cet extrait, eh bien, comme vous le voyez, la caméra va balayer ces territoires, que l'on regarde d'abord en pensant à tout ce qui a été dit auparavant dans le film, que l'on perçoit aussi en comprenant vaguement que ce sont sans doute là les paysages, où tout cela s'est déroulé, l'invasion, des centaines et des centaines de gens qui ont quitté leur terre, leur famille et leur maison pour ne pas devenir allemands. Des paysages que ces gens eux aussi voyaient, et surtout des paysages, des sous-bois, des routes que ces gens aimaient. Or, là encore, nous avons littéralement du temps pour voir, pour écouter, et aussi pour penser. Et vous vous rendez bien compte que les Straub ne nous diront pas ce qu'il faut penser. Nous avons simplement du temps pour habiter la situation, et aussi inventer ce que j'appellerais des rapports inattendus. Nous, qui sommes vivants, simplement vivants. Et en habitant la situation, eh bien, on se rend compte que ces plans triviaux, qui ne sont rien d'autre qu'un paysage, enfin, ces plans triviaux ne sont rien d'autre qu'une sorte de paysage insoupçonné. Le paysage aussi d'un calme et d'une attention inhabituelle. D'une attention inhabituelle, et je veux dire par là aussi, d'une émotion qui est nouvelle. Autrement dit, ce que je crois, c'est que les Straub ont inventé dans leur cinéma, et c'est ça que j'aime, une émotion nouvelle, avec laquelle on ne saura pas exactement quoi faire, mais une émotion qui nous donne aussi confiance dans nos capacités, en notre intelligence, et finalement dans ce qu'on pourrait appeler notre ou nos possibilités. Dans leur œuvre, les Straub ne nous parlent de rien d'autre que ce qu'ils ont eux-mêmes rencontré. Et ce qu'ils ont rencontré, c'est sans doute cette joie inhabituelle, ce qu'ils appellent pour leur part le communisme, un commun, quelque chose d'inhabituel. Je cite là des phrases qu'aime à citer Straub et qu'il tient d'Hölderlin, quelque chose d'inhabituel, de tellement inhabituel que cela vaut la peine de se battre pour la faire vivre, cette chose. Or cette chose, elle entre dans un rapport indécis, un rapport imprécis avec cette attention nouvelle que l'on éprouve en regardant et en écoutant simplement des ouvriers qui sortent d'une usine, en balayant du regard et de l'oreille un paysage. Elle a aussi sans doute un rapport avec ce que nous dit ici une femme, ou ce que nous dira ailleurs un homme qui envisage le monde, donc très exactement, à hauteur d'homme. Alors ce nouveau monde dont parlent les Straub dans les mots d'Hölderlin, ce nouveau monde, je ne sais pas évidemment à quoi il va ressembler. Et naturellement, ils ne nous diront jamais, parce qu'il nous appartient à nous et à nous tous de l'inventer. Mais ce qu'on sait, c'est que ce nouveau monde ressemblera beaucoup à celui dans lequel nous vivons, à celui aussi qui nous donne à voir. Et il sera en fait sans doute à peine différent. Il n'y aura donc pas grand-chose à changer, mais il faudra pourtant tout changer. Et tout changer, ou en tout cas pour ce faire, nous aurons quelque chose comme une arme. Et cette arme, c'est tout simplement notre attention, ou si l'on veut, cette sorte d'émotion qu'il nous confie.
car cette fois, et voilà ce que l'on retient comme quelque chose d'assez simple, eh bien cette fois, nous ferons attention à ce qui est dit, et aussi à ce qu'il y a à côté, juste à côté, dans les arrière-plans, ou dans les arrière-sons, je ne sais pas comment le dire. Cette fois, nous aurons aussi confiance en notre intelligence et en nos capacités, où nous ferons attention à ce que l'on voit, à ce que l'on dit, à ce que l'on veut voir, et aussi à ce que l'on ne veut plus voir. Autrement dit, ce que nous confient Jean-Marie Straub et Daniel Huyet, c'est ce peut-être dont je parlais en commencement. Ce peut-être qui nous attend quelque part. Or, ce peut-être, nous l'avons aussi devant nos yeux. Nous l'avons quelque part dans notre tête et aussi dans nos mains. Et ce peut-être, nous le rencontrons souvent au détour d'une joie simple. Une joie simple qui est aussi à chaque fois une joie nouvelle. Et c'est ça un petit peu ce que je voulais vous dire. Je vous remercie donc de votre attention. Et puis surtout, on peut en parler si vous voulez. Ou voir d'autres choses que je peux commenter, quoi. Voilà. Bon, je vais laisser la parole à la salle, de façon à ce que vous exprimiez à Alexandre vos propres conceptions. La difficulté avec, je trouve, là tu as bien fait de présenter des images, parce que la difficulté, lorsque l'on parle des films, effectivement, c'est que l'on parle à des personnes qui sont averties et qui les connaissent. Là, pour le dernier, les autres, autant je vois à peu près. Là, le dernier, je vois plus très bien. Il y a une promenade ensuite, il y a une conversation. Et là, alors, parce que c'est pas Colette Baudoche, c'est exclusivement, c'est ça, où l'on voit Colette Baudoche. Oui, là, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est un film. C'est ça le problème. C'est un film très atypique, en fait. Le premier plan se déroule à Metz, en fait. Et là, c'est un des rares films qui est en voix off. C'est un des rares films où on est en voix off, où on nous raconte, en fait, ce qu'a été, en reprenant donc des points de Colette Baudoche, on nous raconte ce qu'a été ce moment-là, et on raconte des choses assez simples, hein. C'est-à-dire que des centaines et des centaines de jeunes gens sont partis de chez eux parce qu'ils ne voulaient pas devenir allemands. Oui, mais il y a un texte. Et il y a le texte. Le texte, l'image, là, telle que tu la présentes, se déroule sans texte. Ce passage-là, oui. Alors c'est un passage que j'ai extrait, qui est au tout milieu du film, et pendant un moment, il n'y a rien. Rien n'est dit. Voilà. C'est un passage absolument silencieux, où on regarde, en fait. On regarde ces paysages où ces gens sont passés, cette terre qui a été celle de cette dispute, donc annexée, et puis après je peux vous laisser le passage, ensuite ça repart, et ensuite là il y a un texte qui est dit, quoi, bien sûr. Il y a un texte qui dit, mais on y voit peu, pas de personnage, sinon à la fin, une femme qui dit à ce professeur, à ce docteur, elle dit qu'elle ne peut pas devenir allemande. Voilà, c'est le seul moment où c'est un des rares moments où un acteur, on va dire le texte en costume. Oui, je fais une remarque sur autant. Tu as bien analysé ce problème du temps et en même temps de l'acte qui correspond un petit peu à ce que l'on pourrait considérer comme une actualisation de la présentation d'une pièce classique avec un texte classique, puisque c'est un texte d'une pièce de Corneille, et en même temps le fait d'actualiser cet espace temporel de façon à ce qu'il soit mis en présence non pas d'une reconstitution, on n'agit pas avec une reconstitution
de la Rome antique, on agit avec la Rome dans ses propres ruines, et c'est à partir justement de cette présence de personnages qui peuvent être antiques, puisqu'ils sont habillés à l'antique. Il aurait fait des personnages qui étaient habillés avec des costumes contemporains, ça aurait pu également valoir. Là, il y a quelque chose qui fait qu'il donne un élément de situation dans le temps de cette période qui est essentielle dans toutes les pièces de Corneille, qui est une période qui concerne les prises de pouvoir politique, les rapports entre la légitimité des pouvoirs ou la tyrannie, un petit peu comme toutes les pièces qui sont constituées également à l'époque, qui ont été écrites à l'époque baroque, ou d'une renaissance qu'on peut considérer comme baroque, comme celle de Shakespeare. C'est postérieur à Shakespeare, mais les problèmes sont déjà toujours des problèmes qui concernent le pouvoir ou la prise de pouvoir, ce qu'on trouvera également du point de vue cinématographique, par exemple, dans Rossellini, la prise de pouvoir de Louis XIV, qui aussi met en scène des problèmes de cet ordre. Et là, je signale simplement cela, il y a quelque chose de très intéressant dans la façon dont Strauss a traité cette présence des personnages dans le paysage romain et un paysage actuel, et avec des personnages antiques, on pourrait dire, plus un peuple, comme tu as dit, un peuple présent, mais que l'on voit dans ces modes de locomotion actuels. Il y a des carrefours, des automobiles. C'est pas la même chose que, par exemple, dans ce qui est plus un déplacement dans le temps et une reconstitution dans Antigone. Dans Antigone, ça se situe, je ne sais pas, c'est dans un théâtre antique, mais c'est pas celui d'Épidore, c'est d'Olympie, ou je ne sais pas où c'est qu'il a tourné. Je ne sais plus, mais je crois que c'était peut-être en Italie. Alors c'est en dehors. Le temps est déplacé, il est véritablement mis dans quelque chose qui peut être qui est à l'état de ruine, mais qui nous transporte dans une intemporalité en quelque sorte de l'Antiquité grecque. Tandis que là, il y a quelque chose qui joue sur le rapport entre le texte classique, la période de référence qui est celle de l'Empire romain, après, je ne sais pas, c'est après Néron, après ça se situe à peu près au IIe siècle, je ne sais pas à quelle époque ça se situe. Je dirais ça. Et l'époque contemporaine, il y a l'époque cornélienne, l'époque romaine, l'époque contemporaine. Il y a quelque chose qui est une sorte de croisement de ces temporalités qui est très intéressant et très prenant, très bien saisi, que l'on trouve d'ailleurs dans Communiste aussi, lorsqu'il a, je me souviens de la présentation de vendredi dernier, puisque lui-même y était, et il avait le vendredi 20 mars, oui, où avait été présenté les communistes, et il y a un étudiant, je pense que c'est un étudiant, qui a fait des remarques en disant « mais ces communistes n'ont rigoureusement rien à voir avec ce qu'on appelle le communisme, puisque le communisme actuel, justement, est vu à travers les régimes totalitaires, ou la Chine communiste, ou la Russie de Staline, etc. Et tandis que là,
c'est quelque chose de tout à fait différent. Là aussi, il y a quelque chose qui nous déplace à une époque où le communisme pouvait signifier en Italie, en Allemagne, c'était la lutte à travers la lutte des hitlériens contre les communistes allemands en 1933, 34, 35, puisqu'il s'agit d'un texte de Malraux, le temps du mépris, et d'un Allemand qui a été emprisonné et soumis à l'emprisonnement par la police hitlérienne, la Gestapo. Là, ensuite, en Italie, il s'agit de... Je ne sais pas exactement en Italie. Je n'ai pas compris de qui était le texte, c'est d'un auteur italien. Franco Fortini. De... Ah, lequel? Parce qu'il y a plusieurs passages. Oui, il y a Elio Vittorini. Dans les communistes. Et il y a un peu plus tard Franco Fortini. Oui. Ouais. Et où l'on représente... il y a des personnages qui évoquent un temps de résistance contre les nazis, contre l'occupation allemande en Italie, c'est ça. Mais qu'il évoque d'une façon qui est très curieuse d'ailleurs, parce que c'est dans une campagne verdoyante, avec du vent, le chant des oiseaux, etc. Et d'autre part, ce dont il parle n'est pas tellement la lutte contre les forces militaires, contre les Allemands, ni l'existence d'un maquis, c'est des relations des relations personnelles, voire amoureuses, qu'il peut y avoir entre des gens. C'est ça, en fait. C'est là où il y a un déplacement. Il y a quelque chose qui est dans Strofe en permanence un déplacement, on pourrait dire, par rapport à l'attente. Il y a un dépaysement. Il y a une implantation dans des paysages extrêmement concrets qui sont en effet très bien vus, très bien, on pourrait dire matériellement, charnellement, concrètement situés en dehors de toute vision qui serait artificielle, carte postale ou autre. Là, on se sent effectivement l'image est quelque chose qui nous donne quelque chose d'extrêmement fort dans le caractère concret de l'implantation spatiale. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est un dépaysement perpétuel, c'est-à-dire par rapport à l'attente, c'est-à-dire on attend. Pour les communistes, on pourrait presque dire, qu'on doit les chercher, on doit dire où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi sont-ils communistes particulièrement? Oui, c'est un peu chercher dans l'image où sont les communistes. Or, le reste, c'est un petit peu ça, toujours. Il y a quelque chose qui est... Et là, je dois dire, j'aime bien ce que fait Strauss. Je dois dire que le point de vue... Je n'entre pas, sauf rarement, dans son point de vue. Je dis, sauf peut-être dans... en effet, le clavecin de Bach, le petit cahier, je ne sais pas comment ça s'appelle, le petit cahier d'Anna Magdalena Bach, qui, lui, alors donnant la musique, nous fait pénétrer d'une façon très, très, très concrète également, très actualisante dans la musique de Bach, dans l'élaboration de la musique, dans l'exécution de la musique, puisque ce sont effectivement, je crois, c'est pas à partir de disques, ce n'est pas à partir d'autres exécutions musicales qu'il l'a fait. Je crois que ça a été joué, mis en scène pour le film même dans le clavecin de Bach. Et il y a en particulier d'ailleurs dans les parties
musicale, mais aussi dans les parties chantées, il y a quelque chose de tout à fait remarquable. Mais donc du point de vue de l'esthétisme, de la sensibilité propre qu'il éveille. Là c'est plus sensible. Pour le reste, de quel point de vue part-il? C'est ça. Qu'est-ce que c'est que... C'est difficile, pour moi tout au moins, ce n'est pas commode à saisir. Il y a des choses dans lesquelles c'est peut-être plus commode à saisir lorsqu'il y a, comme dans Moïse et Aaron, il aurait fallu peut-être le donner, parce que là, dans Moïse et Aaron, il y a plus quelque chose qui pourrait être considéré, étant donné que c'est sur une musique de Schoenberg, une musique déjà fort élaborée, fort abstraite, que ce sont des personnages qui incarnent chacun les protagonistes, Moïse et Aaron. Il y a quelque chose qui est plus proche d'une mise en scène classique, mais dans les autres, il y a un travail de décomposition et de reconstitution qui est quelque chose qui est souvent assez problématique dans ces films, lequel dans... Ah ben oui, de celui de Dante, c'est un passage du paradis, je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'est d'ailleurs, avec Giorgio Passerone, ou du purgatoire, ou du paradis, je ne sais pas ce qu'il prononce, un passage de Dante sur un socle de charrue. Je ne sais pas si tu... Est-ce que c'est au Sommaluce? C'est ça. C'est comme le Montaigne, et Montaigne, c'est une statue de Montaigne qui est la statue se trouvant devant le Collège de France, sur le square qui se trouve dans la rue, je crois que c'est la rue des Écoles, d'ailleurs au croisement un petit peu de la rue Saint-Jacques, et où il y a la statue de Montaigne, et où il y a un texte de Montaigne qui est choisi parmi ceux... c'est un texte d'une chute de Montaigne. Celui-là, je ne l'ai pas vu. Ça, tu ne l'as pas vu? Non, celui-là, je ne l'ai pas vu, Montaigne. C'est bien, mais là aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement concret par suite de la présence de ce square, des arbres, des feuilles qui s'agitent, du vent, du chant des oiseaux, mais qui est fait autour de la statue de Montaigne et qui prend, en appelant cela un conte de Montaigne, un petit texte très bien dit, très intelligible, mais dont on ne sait pourquoi il a été choisi spécialement pour illustrer Montaigne, parce que c'est compréhensible, mais qui rend quand même pour le spectateur l'intellection souvent assez difficile. Enfin, c'est les remarques que moi je fais, mais je laisse la parole, justement, c'est un peu pour suggérer, pour exciter, d'ailleurs même les critiques ou les remises au point de ce que je suis en train de dire, et pour exciter un petit peu, donner de l'émulation à la conversation, à la discussion. Bon, je vous donne la parole. C'est pour ça que je soulève un certain nombre de points sur lesquels on pourrait commenter ce qu'il y a. Parce qu'il y a dans Straub, c'est certain, quelque chose qui est rigoureusement incomparable aux deux sens du terme, incomparable dans le terme de l'approbation excellente lorsqu'on dit c'est incomparable, mais en même temps incomparable dans le fait que ça n'a aucun rapport avec ce qu'on peut appeler du cinéma. Donc c'est ça le problème. Donc c'est incomparable. C'est un petit peu comme quelqu'un qui... C'est pour ça que ça ressemble assez d'ailleurs dans le domaine cinématographique à ce que pourrait être la tête de Turc de Thierry Briot Duchamp,
Parce que si Duchamp dit par exemple, tenez, voilà de la peinture, et qu'il présente le grand verre, à ce moment-là, le spectateur est véritablement pantois, il ne sait pas ce que ça peut signifier. Or là, un petit peu, dans je trouve, il y a un peu cet effet, c'est pour ça qu'il y a une très profonde actualité contemporaine dans le cinéma que je trouve, qui appartient, à mon avis, de ce point de vue, à la fois à ce qu'il y a de plus grand classicisme, c'est-à-dire précisément par cette précision de l'image, par ce caractère travaillé, concret, dense, on pourrait presque dire charnel, de la présence des temporalités et des spatialités. Je prends ici des mots abstraits parce que c'est ça, c'est plutôt que c'est pas des représentations, c'est quelque chose d'assez différent, et des lenteurs, avec c'est absolument une caractéristique, cette lenteur de la mise en page, de la pénétration dans un milieu, dans un discours qu'il y a chez Straub, mais en même temps quelque chose qui est dissonant, qui à chaque fois à expliquer, lui-même ne l'explique pas, puisqu'il quand il en parle, ou qu'il en dit quelques mots, et on a l'impression qu'il pense que c'est la seule chose que l'on puisse faire dessus. Par exemple, je sais pas, il dit je ne vais pas représenter cela, etc. Alors que c'est, malgré tout, le spectateur du cinéma demande de voir quelque chose. Or là, précisément, on a l'impression qu'il y a une abolition, justement, de ça. Et les commentateurs, ou les Straubiens eux-mêmes, font comme si ça n'existait pas, cette problématique, et entrent dedans aussi en admettant totalement les présupposés, les a priori de Straub. Alors c'est pour ça que j'excite un peu l'assistance, pour que l'on me réponde sur ces différents points. Ah non, c'est pas toi l'assistance, c'était là, puisque toi tu redonneras ton avis ensuite. J'ai une question très simple et tu n'auras peut-être pas la réponse. Pardon, merci, c'est moi qui parlais. Parce que je ne suis pas très familier du cinéma des Straub, mais par contre j'étais vraiment très intéressé par l'idée de laisser dans le film un espace pour que le spectateur pense. Et du coup, tu disais qu'il décide, il pluriel, de montrer le monde, comme le plan que tu nous montres là, qui passe toujours par des plans de paysage, en nous disant que c'est des espaces de pensée libre, où on ne nous dit pas quoi penser, même si en même temps, d'une part, c'est quand même entouré d'un texte, donc c'est plutôt pour réfléchir sur ce qui se passe dans le film, mais surtout, c'est un choix de montrer le paysage, et j'étais quand même curieux de voir, d'une part, ces paysages, c'est toujours des villes, des régions spécifiques, enfin des régions, et justement pas des villes, s'il y avait des cas où ils essayaient de créer cet espace-là, avec d'autres images que celles de paysages, plutôt de nature, avec tout ce mot, enfin, je préférerais pas l'utiliser, mais voilà, et ou voir même si parfois ça passait par du noir ou une absence d'image. Ouais. Bah, là, dans le Kommunisten, il y a, je rebondis juste sur l'absence d'image. Pour que j'entende aussi, parce que j'ai pas une bonne idée. Dans Kommunisten, il y a une scène fameuse que suggérait René, où il y a une absence d'image, en l'occurrence, c'est juste que, avant, c'est la guerre d'Algérie, précédente Kommunisten, mais il y a un personnage qui doit se faire torturer. Et là, lui, il décide de ne rien montrer. C'est un écran noir, littéralement. Il ne veut pas la montrer. Là, on est confronté à une forme d'écran noir. Alors après, il n'y a pas que des scènes de campagne. Là, c'est plutôt le registre dans lequel on les retrouve plongés ces dernières années, mais en l'occurrence, il y a un film qui est à peu près contemporain d'Othon, qui s'appelle Leçon d'histoire, et qui est très connu dans l'histoire du cinéma,
parce que au début, eh bien, le personnage, c'est tiré de Brecht aussi, mais le personnage protagoniste est quelqu'un qui va aller rechercher des leçons d'histoire. Et on le retrouve dans sa voiture, une petite voiture à Rome. Il conduit, et derrière, la caméra est logée. Et en fait, c'est un très long plan séquence où il circule dans la rue de Rome. Il circule dans la rue de Rome, et qu'est-ce qui se passe quand je disais qu'il donne du temps? Ben, ça veut simplement dire qu'on s'ennuie un peu, en fait. On s'ennuie un peu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'événements qui sont très bouleversants. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut avoir un peu confiance en eux. Avoir un peu de confiance en eux, ça veut dire avoir un peu de patience, parce qu'au bout d'un moment, quand on passe, on va dire, un certain sas de ce qu'on est habitué à voir, on a vraiment, René disait que c'était incomparable parce qu'en effet, ça, on ne le revoit pas, quoi. On ne le revoit pas, et donc on passe une espèce de sas qui est celui de notre attention habituelle. On n'est pas exactement distrait par une situation, des acteurs. Évidemment, les paysages que l'on voit, on les voit dans la rumeur de ce qu'on a entendu. Mais parfois, et c'est ce que j'essaie de raconter aussi dans ce film-là, dans le haut ton, je veux dire, au début, mais qu'est-ce qui se passe? On a des types en costume, on dit qu'est-ce que c'est que ça? Qui sont en surplomb. On voit des voitures, cette image est absolument incroyable, et d'abord on ne sait pas quoi regarder. Et puis ensuite ils parlent et on ne comprend pas très bien ce qu'ils disent. Il faut petit à petit s'habituer à leur langage pour commencer à comprendre de quoi il est question. Et en même temps on regarde ce qu'ils disent, on regarde leur costume, on dit qu'est-ce que c'est que cette tenue? Et on regarde la ville en contrebas. Et donc ce que je sais dire, c'est qu'il y a une espèce de parasitage, une manière d'être en quelque sorte encombré par d'autres éléments. Et là-dedans, on fait notre chemin. Mais on fait notre chemin, c'est-à-dire qu'on mobilise notre attention. On éveille une attention un peu nouvelle. Bon, c'est ça que j'essaie d'appeler, moi, un paysage nouveau. Et là, dans l'extrait que j'ai montré de Lothringen, eh ben, on est dans un moment du film où tout d'un coup, on ne va plus parler, entendre autre chose que ce que le micro de la caméra, je crois que c'était encore Louis Hochet, va à ce moment-là appréhender, c'est-à-dire la nature et ainsi de suite. Alors on peut penser, ça veut dire que d'abord, bien sûr, on a la rumeur de ce qui a été dit, donc ça va évidemment, c'est ce qu'on va interroger, on va interroger les lieux avec ce qu'on a entendu, mais on va pouvoir aussi décrocher en quelque sorte, et puis se dire mais qu'est-ce que c'est? Et puis les éléments qu'on va voir vont prendre un sens par rapport à ce qui est dit, mais pas uniquement aussi. On peut penser. Et ça, c'est, je crois, une maxime qui est là. C'est-à-dire qu'on s'ennuie un peu, mais le s'ennuyer, c'est aussi cet espace où on peut penser. Et au bout d'un moment, René disait, parlait de son expérience. Il disait, tiens, dans Chronique d'Anna Magdalena Bar, je rentre. Dans d'autres films, je ne rentre pas. Voilà, moi, je suis content parce que je rentre. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais je rentre et je trouve ça bouleversant. Et tout d'un coup, je me rends compte qu'il y a là une émotion nouvelle. C'est-à-dire d'un paysage assez quelconque, mais vraiment qui est assez anecdotique. Bon, voilà, c'est un sous-bois, c'est une route, un chemin de fer. On sait bien que c'est l'usage qu'on en a dans un cinéma entre guillemets habituel, mais là, ça nous suffit. Ça nous suffit pour commencer à regarder et se dire, ou alors des gens qui sortent d'une usine, on les regarde et c'est un peu ennuyeux un peu généralement. C'est pour ça que c'est coupé très vite, mais eux, ils poursuivent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pellicule dans le magasin de la caméra. Ils poursuivent et tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'informations. Et ces informations, elles sont simples. On voit des gens, et des gens, c'est ça la richesse. Ils sortent d'une usine, et on y voit une richesse humaine, une richesse qui est d'une grande simplicité. Ils parlent, ils passent, voilà, ils sont à vélo, ils sont ensemble, ils sortent de leur travail. On regarde, on apprend, et on y voit une richesse qui est sensible, aussi de son, de sonorité, de bruit, de visage, et ainsi de suite. Alors, on peut penser, ça voulait dire que, d'abord, ils ne vont pas venir nous distraire ou nous surcharger, en l'occurrence d'une musique qui va nous dire qu'il faut être ému. Ils vont laisser peu à peu nos sens être attentifs. Et si je racontais cette histoire dans Leçon d'histoire, pour un peu te répondre en disant si, il y a de la ville. Et là, le film Lothringen commence par des plans de la ville elle-même, mais qui sont encore des plans lents et calmes.
bon, c'est parce qu'on y voit la vie. Et en fait, il y a comme une sorte de maxime qui est un peu immanente. Il dit, bah, fais attention. Fais attention de la même manière que tu conduis un peu ta voiture, bah, tu dois être attentif au monde qui t'entoure. Et ce monde attentif, ce monde qui nous entoure, pardon, c'est la fatigue qui me fait mettre des mots avant ou après, mais ce à quoi on est attentif, bah, c'est qu'on a là la vie des gens, la manière dont ils habitent l'espace. On voit des façades, d'immeubles, de gens pauvres, de petits artisans ou un milieu populaire. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse, là il s'agit un peu d'une forme de pédagogie, mais bon, ce qui m'intéresse et ce que j'aime, c'est que bien au bout d'un moment, on prend ces plans qui viennent d'on ne sait où, mais qui est une forme qui résiste absolument. C'est-à-dire que quand moi je vois ces films, 2-3 jours après, je ne l'ai pas oublié. Je me dis, mais qu'est-ce que c'était que ce truc? Et quand je le revois, je me dis, ah c'est fou ça, je ne l'avais pas vu, je le vis autrement, et ainsi de suite. Ce que j'essaie de dire, c'est que donc on a une espèce d'attention qui est un peu nouvelle. On a aussi une émotion qui est forte, et cette émotion, elle porte sur ce que je disais, des gens simples, une espèce de richesse qui est celle d'un paysage, et de toutes les informations, et aussi de la manière dont on peut construire des rapports entre ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, mais en se déplaçant dans le plan. On choisit un peu ce qu'on veut voir. Et en choisissant, je trouve qu'on a la chance tout d'un coup de rencontrer un accident, qui est un accident auquel ils sont eux hospitaliers, qui est un petit chant d'oiseau, qui est assez anecdotique, qui va rencontrer une parole. On va décrocher de l'un pour aller vers l'autre, et là on a un battement, un entre-deux, un intervalle. Et c'est ça que j'essaie d'appeler comme un paysage qu'ils inventent, qu'ils nous donnent à voir. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.